Bonsoir. Voilà plus d'une année déjà que ces virus nous a mis dans un état d'anormalité et que notre université ouverte ne peut pas plus faire ses cours dans l'amphithéâtre de STJI. Ça change énormément. Il n'y a plus la communication, il n'y a plus la corrélation entre l'auditoire et le conférencier. Il n'y a plus, c'est ce qu'on appelle la résonance dans laquelle on peut rentrer à l'occasion d'une conférence comme ça. Le sujet que je l'ai aujourd'hui, il n'est pas simple, mais je veux essayer de simplifier et peut-être que mes simplifications ou mes illustrations seront souvent approximatives, mais je préfère qu'il y ait une analogie, une illustration chaque fois afin d'éviter qu'on se base surtout sur les éléments mathématiques, sur les éléments très théoriques. Donc, le titre du premier email à la communication quantique. Le plan, on va parler quelques mots sur la physique quantique et le qubit, superposition, intrication, indétermination. Et la deuxième partie sera consacrée à la communication quantique, surtout la distribution des clés quantiques, le protocole BB84, le téléportage et quelques mots sur l'Internet quantique. Donc, peut-être que ce sera intéressant de partir déjà de notre monde, du monde de la physique classique, afin de mesurer une position d'un objet, par exemple c'est Rubik's Cube, j'aurai besoin d'un système de coordonnées, un système de référence. C'est sa position par rapport à quoi? D'accord? Exemple, on peut dire Montbéliard est à 120 km de Paris, donc on a un système unidimensionnel. Mais on pouvait avoir des systèmes différents, en 2 dimensions, en 3 dimensions, afin de donner des nombres pour bien positionner un objet. Et on a ainsi des coordonnées cartésiennes en 2D et des coordonnées polaires. Je me suis amusé à la maison, par exemple, de donner les coordonnées de mon point qui représente une balle orange. Pour ça, je construis un système de référence, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre sur X, 1 mètre sur Y, et après, j'ai calculé, j'ai mesuré la distance par rapport à chacun des 2 éléments. J'ai utilisé pour ça un appareil, et je vois qu'il me donne pour OY 0,7 mètres, pour OX 0,7 mètres. Ah, c'est assez bizarre, non, que les 2 valeurs sont identiques. Pensez-vous pourquoi? Parce que si on regarde bien, la position de la boule, elle est à peu près au même angle par rapport à l'axe OX et à l'axe OY. D'accord? Et en mathématiques, justement, si je fais une rotation de mon système, ici je peux regarder un carré, en appliquant le théorème de Pythagore, chaque côté 1, ça signifie que la diagonale, c'est un nombre irrationnel. Pythagore pensait que ce sont les nombres entiers qui constituent le monde, la base du monde, mais finalement, regardez, un premier nombre irrationnel, c'est racine de 2. Et le point qui nous intéresse, c'est exactement à la moitié, et ça fait 0,7. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que quand on va combiner nos particules élémentaires, le qubit, oui, les atomes, les électrons, les photons, souvent on aura cette combinaison de moitié-moitié, c'est-à-dire avoir une probabilité de 0,5, ça signifie qu'il doit être pile poil à une distance égale par rapport aux 2 éléments de la base. Donc, retenez, si vous avez l'envie, 1 sur racine 2, quand la valeur elle est équidistante par rapport à l'axe OX et OY. La boule que j'ai ici, elle reste dans sa position, elle ne change pas la position. Si par hasard, j'ai ici un électron, et je veux mesurer sa position, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Mais il ne va pas rester là. Ou il va sauter sur l'axe OX, ou il va sauter sur l'axe OY. Et ça d'une manière aléatoire, vraiment à le hasard.
Dans la physique classique, on peut très bien donner la position d'un objet en utilisant sa position sur le X, sa position sur Y et pourquoi pas la hauteur. Si on a dans la physique classique, par exemple, un élément de ce type, si je le laisse, il va tomber. OK? Parce que c'est la gravitation qui attire l'objet. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire un électron quand il se trouve dans une situation similaire? Mais il va faire une saute aléatoire ou vers le haut ou vers le bas. Ou vers le haut ou vers le bas. Probabilité 50-50. Après, il y a les coordonnées géographiques, je ne reviens pas sur ça, vous connaissez tous les coordonnées GPS. OK, vous avez ici les coordonnées GPS pour Montbéliard. Il y a ensuite les coordonnées sphériques, pareil. Je les illustre seulement pour nous préparer pour la représentation des qubits, parce que les qubits, on verra, ils sont représentés justement sur une sphère et à peu près avec la même logique. Donc, dans la mécanique classique, il y a des chaînes causales. Okay? Si je veux laisser le Rubik's Cube, il va tomber. Okay? Et même, on peut calculer la vitesse avec laquelle il va descendre quand il va toucher la table. D'accord? Et tout est déterministe. Il n'y a pas vraiment des choses aléatoires. Il ne va pas sauter à gauche, il ne va pas sauter à droite. Il se trouve dans une position, il n'est pas à la fois à gauche, à droite ou dans une multitude de positions. Et pour le mouvement d'un corps, on peut utiliser son déplacement, mais aussi sa rotation. Par exemple, ici, j'ai mis l'image de la Terre qui fait une rotation autour de son axe, mais aussi une rotation autour du Soleil. Et on voit que nous, on est assis, mais en même temps, la rotation de la Terre fait combien ? 1100 km par heure. Donc on a une vitesse de 1100 km par heure. Et ce n'est pas tout. La vitesse de la Terre autour du Soleil, ça fait encore 30 km par seconde. La vitesse moyenne dans la Voie lactée est encore de 250 km par seconde. Vous vous imaginez quelle vitesse nous par rapport à un système universel qui est lointain de la Terre. D'accord ? En conséquence, avec ces 3, même 4 valeurs, okay, x, y, z, et le temps, un objet a une position donnée. Et il n'y a pas la possibilité que deux objets occupent dans le même temps, ils ont les mêmes coordonnées x, y, z, t. Okay? Je peux avoir la souris dans la même position que le cube, mais à un autre moment. Dans le même temps, c'est impossible. Avec nos habitudes de monde classique, okay, le monde 2 mètres, on a du mal à imaginer les nanomètres et même le monde encore plus petit. Voilà le virus qui circule autour de nous, mais on n'a pas la possibilité de le voir et on utilise des masques pour se protéger, okay, mais on ne sait pas par où il est ou par où il passe. Et regardez ici, je donnais quelques dimensions. OK, je vous laisse regarder, mais surtout, c'est ce qui nous surprend, que la distance entre l'atome et l'électron qui tourne autour, elle est très, très grande et souvent, on parle d'un vide énorme. Voilà, 99,99, un atome est formé du vide. D'accord? Et maintenant, si on descend de notre monde classique, et on rentre dans le monde petit, dans le monde des particules. Voilà, ici on a l'œil avec l'iris, la pupille, ok. On rentre, on continue, on a la rétine, la dimension des micromètres, oui. On a les globules blanches, ça continue, micromètres, oui. Les chromosomes, nanomètres, oui. Le DNA. Ça continue. On verra après les électrons, ok, 4 positions d'électrons avec son spin up, son spin down, et on continue à regarder combien de temps on a besoin pour arriver jusqu'au noyau de l'atome. Et ici, dans le noyau, on va retrouver le quark. Ok. Donc, l'idée de comprendre comment ça se passe ici à l'intérieur, ok? Et il faut bien comprendre qu'il y a des interactions
au niveau des molécules, des atomes, des particules subatomiques, et que dans ce monde, les lois de la physique classique ne sont plus valables. Okay? Tout à l'heure, on a vu qu'il y a une causalité, qu'il y a un effet local, un déterminisme, okay? Et que ces objets peuvent occuper des positions en continuité. Ce n'est pas le cas, comme on a vu dans la conférence de l'année dernière sur l'ordinateur quantique, que dans le monde quantique, une particule peut avoir que des positions vraiment discrétisées. Okay? Et pour un objet quantique ou un quantum, on parle aussi d'un moment cinétique. Et on verra qu'est-ce que c'est. Si l'idée est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du monde quantique, déjà il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un état avec deux états, ou un système avec deux états possibles. Okay? Par exemple, ici, on a une pièce de monnaie et on a la possibilité d'obtenir, après une mesure, après une expérience, okay, ou la face ou la pile. Pour la probabilité d'obtenir l'une des deux, c'est la moitié, 1 sur 2, okay, 50-50. On va utiliser de temps en temps une notation introduite par Dirac en 1939. C'est la notation qui s'appelle bracket. Okay. À droite, ici, on a par exemple P avec une barre verticale au début et plus grande après. Ça signifie l'état du système pile, l'état du système face. Et dans la physique quantique, il y a une superposition. Si deux états sont acceptables, possibles, n'importe quelle combinaison de ces états doit être aussi un état. Et d'habitude, on va noter avec psi, okay, un état quantique. Et regardez ici, on a l'état pile multiplié avec un coefficient plus l'état face multiplié avec un coefficient, et il a une condition de normalité, c'est-à-dire le premier coef au carré et le deuxième coef au carré, ça doit être 1, c'est-à-dire ici on aura la probabilité d'obtenir le premier événement et la probabilité d'obtenir le deuxième événement. Okay? Pareil pour les probabilités, c'est peut-être intéressant de faire un petit rappel. Dans les probabilités classiques, on a d'habitude le nombre de cas possibles sur le nombre total de cas. Exemple, pour une pièce de monnaie, okay? Pour obtenir la face, on a une situation favorable sur 2 possibles, donc probabilité 1 sur 2. Pour un jeu de dés, pour obtenir 3, mais c'est 1 sur 6, c'est-à-dire un cas favorable sur 6 possibles. Pareil, pour le numéro chance au loto, qui est 1, 2 jusqu'à 9, il y a 9 possibilités, une seule qui est favorable. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une question de type ici, vous savez, dans l'axe de valeurs réelles, il y a une infinité de nombres. Autrement dit, entre 3 et 4, il y a une infinité de nombres. Il n'y a pas que les entiers, il y a 3,2, 3,5, il y a plein, même le nombre pi. Quelle est la probabilité d'obtenir un pi si je fais un tirage aléatoire sur un ordinateur? Mais si j'utilise la formule de tout à l'heure, la probabilité sera, le cas favorable aura 1 sur possible infini, ça signifie 0. Autrement dit, je peux obtenir jamais pi. Mais ce n'est pas vrai. La probabilité est faible, mais par contre, ce n'est pas impossible. C'est pour ça que dans la physique quantique, on utilise plutôt la densité de probabilité. Et par exemple, ici, on s'intéresse quelle est la probabilité d'obtenir une valeur entre 7 et 8. Okay? Mais ce sera la même probabilité qu'obtenir une valeur entre 3 et 4, ou 1 et 2. Okay? Ça signifie que la probabilité d'obtenir une valeur entre 7 et 8 sera 10%. Mais on peut avoir différentes lois de distribution. Par exemple, ici, comme un triangle. Autrement dit, on a plus de probabilité d'obtenir 10 que d'obtenir 0. Ou on peut avoir une distribution normale. Okay. Autrement dit, la plus grande probabilité d'obtenir des valeurs autour de 5 et la plus faible est d'obtenir des valeurs autour de 0 et de 10. D'ailleurs, vous pouvez chercher dans Wikipédia, à gauche à droite, la planche de Galton qui a obtenu justement avec une expérience discrète, oui,
la fonction de Gauss, la courbe de Gauss ou la loi normale. Ici, vous avez la loi normale, mais avec 2 dimensions. Pourquoi on fait ça? Parce que justement, on verra tout à l'heure que la particule, elle se trouve dans une nuage qui est exactement avec une répartition de ce type, d'une distribution de ce type. Dans le monde quantique, encore une fois, les mesures sont très spéciales. Pourquoi? Parce qu'une mesure va affecter la particule. Ici, par exemple, si je veux mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de ces Rubik's Cube, mais il ne va pas souffrir. Okay? Par contre, une particule qui est extrêmement petite, okay? Quand je veux prendre une mesure pour lui demander quelle est ta position, mais elle sera, la pauvre, affectée et du coup, la mesure va affecter son état. Supposons qu'on rentre dans le monde de particules et on essaye de mesurer un degré de liberté. On ne sait pas quoi exactement, soit ρ, ok? Et qu'on peut avoir des valeurs plus 1 ou moins 1. Et pour ça, on dispose d'un appareil de mesure, un appareil qui va enregistrer les mesures. Ces mesures sont indéterminées. Autrement dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Et si on fait maintenant un test, ok, regardez ici, je lance ma mesure, hop, c'est plus 1. Oui, je fais une deuxième mesure, c'est plus 1. Ok? Ces animations ont été réalisées pour Sonia Chabi, pour la chose pour laquelle je le remercie beaucoup. Donc, regardez, chaque fois que je mesure, il dit plus 1, plus 1, plus 1. Est-ce que la valeur, elle est vraiment 1? OK? Dans ces cas-là, on va réinitialiser l'appareil et on essaye de changer la position. On va retourner l'appareil avec 180 degrés et on le mesure de nouveau. OK? On le mesure de nouveau et cette fois-ci, c'est moins 1. Donc tout à l'heure, c'était plus 1. OK? Côté opposé, c'est moins 1. C'est pareil comme quand j'avais fait la mesure dans mon salon. Si j'avais mesuré de gauche à droite, c'était une valeur et de droite à gauche une autre. Si je mesure sur d'autres directions, mais regardez, aléatoire, il y a plus 1, moins 1. Mais en tout cas, on se rend compte que cet appareil mesure une direction. OK? Et d'ailleurs, c'est ce que les gens ont essayé de comprendre. Voilà, est-ce qu'il y a une direction pour ces particules élémentaires? Et on voit bien ici que si je change l'orientation, il va changer l'état, de plus 1 à moins 1. OK? Et effectivement, il y a l'expérience de Stern-Gerlach, 1922. OK? Peut-être que le plus simple sera de lancer l'animation. OK? Regardez ici un champ magnétique vers lequel ils ont envoyé des atomes d'argent. Et ils attendaient qu'avec l'atome d'argent, comme il est distribué aléatoire, il va avoir une distribution normale à la fin. Une fois qu'ils ont fait l'expérience, curiosité, étonnement, mais ils ont eu une partie des atomes orientés vers le haut, une partie des atomes orientés vers le bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? D'accord? Et comme l'argent, il a 47 électrons, ça signifie qu'il y a 46 qui sont pairs, oui, 23, 23, mais il y a un qui est tout seul, et ça signifie que lui, il est dans un état de superposition. Ça signifie qu'il est moitié haut, moitié bas. D'accord? Et comme ça, ils ont eu une intuition justement de ce qu'on appelle aujourd'hui le spin, OK? Et même moitié du spin, oui, spin up, spin down, avec la valeur 1 sur 2. D'accord? Très bien. Donc, on se rend compte maintenant qu'il y a une logique d'avoir des atomes qui se dirigent vers le haut et vers le bas, parce que justement, ce sont les électrons qui sont attirés comme un magnet, ou vers le haut ou vers le bas, en fonction de leur orientation. D'accord? Donc, dans ces cas-là, on va faire nous aussi regarder un autre appareil de mesure plus perfectionné. On voit bien qu'il y a un écran. Sur cet écran, il y a un dessin, une fonction. OK? On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, on voit la forme de cette fonction. Et ici, on a un électron et on a compris qu'il y a un spin, d'accord?
Ici, la flèche jaune donne l'orientation du spin. Encore une fois, l'orientation peut être n'importe où, n'importe quelle direction. Mais par contre, nous, on va mesurer l'orientation sur les 3 directions, sur X, sur Z et sur Y. D'accord? On lance la mesure, OK? Hop, on voit que c'est orienté vers la gauche. Je fais une deuxième mesure, c'est vers la gauche, toujours. Avec l'autre appareil, je mesure sur Z, c'est vers le haut. Oui, une deuxième mesure, toujours vers le haut. OK, très bien. On continue, mesure maintenant sur X, oui, orienté vers l'arrière. Je reviens, par contre, sur Y, il a changé d'orientation. Sur Z, X, il a changé d'orientation. OK? Donc, on voit que les valeurs qui seront prises par l'orientation du spin sont aléatoires. Quand je passe d'une direction à l'autre, okay, indépendamment de quelle était la valeur du spin dans la mesure d'avant, il va switcher 50%, ou vers la gauche ou vers la droite. Si on va faire l'analyse des mesures, on peut se rendre compte que l'état de l'électron, c'est un état de superposition. Autrement dit, il est tout le temps orienté haut, orienté bas. Spin up, spin down. D'autre part, il a une fonction d'onde, okay, qui va nous donner l'amplitude de probabilité. Et si on regarde bien cette fonction, on voit qu'elle est négative vers la gauche, positive vers la droite, mais en tout cas, c'est le carré de cette amplitude qui va nous donner la probabilité. Et le carré du nombre négatif, c'est positif, donc on aura la même probabilité qu'il tourne à gauche ou qu'il tourne à droite. Si on analyse aussi les valeurs, comme on disait tout à l'heure, voilà, tout au début c'était gauche-gauche, mais une fois que je change la mesure, je prends la mesure sur une autre direction, quand je reviens sur la même, il peut changer 50%, 50% des mesures. Okay? Autrement dit, les valeurs qui vont le prendre, leur d'orientation sur les axes OX, OY, OZ sont vraiment aléatoires. D'accord? Et quand on prend la valeur, je ne sais pas si vous avez vu, mais chaque fois quand l'appareil nous a montré une valeur, ok, si je relance, oui, regardez, l'onde, elle change, ok, hop, mais je fais une mesure maintenant sur une autre direction, hop, c'est sur celle-ci qu'on a la flèche, et sur la direction Y, l'écran affiche une fonction d'onde. Donc, chaque fois quand je fais une mesure, c'est la fonction d'onde qui va se fondre. C'est ce qu'on appelle un collapse quantique. C'est pratiquement comme on a avec un ticket de loto. Une fois qu'on a le tirage, mais la fonction d'onde se fondre, oui, où il est gagnant, où il est perdant. D'accord? Ensuite, si on fait des mesures répétées sur la même direction, l'orientation ne change pas. Autrement dit, une fois qu'il a pris une position, orientée gauche ou droite sur X par exemple, mais il va rester comme ça si je ne change pas d'orientation d'appareil. Mais par contre, si on change la mesure sur un autre axe, aléatoirement, il va prendre l'une ou l'autre des valeurs. Autrement dit, avec un système quantique, on a un vrai hasard. Chaque fois, il saute de l'une à l'autre. D'accord? Et on voit bien qu'elle détruit l'information qui était avant, ok? Et on ne peut pas avoir une information complète, c'est-à-dire connaître les orientations sur les 3 axes. Chaque fois que je fais une mesure, ok, la longueur d'onde, la fonction d'onde, elle va s'étoffer, ok, et va prendre gérer l'orientation, mais par contre, sur une autre direction, c'est la valeur qui est partie et l'électron il se trouve dans une position ondulatoire, ok. Donc, je ne peux pas connaître les 3 à la fois, c'est le principe d'incertitude, d'indétermination de Heisenberg. Okay? On peut faire d'autres remarques, je vous laisse le regarder. Oui, en ce qui concerne la logique. Autrement dit, je ne peux pas faire de pari, même si j'avais fait une mesure, okay, et je sais que c'est orienté vers la gauche. Entre-temps, si je passe par une autre orientation sur Y, par exemple, et je reviens, ben,
sera aléatoire ou vers la gauche ou vers la droite. D'accord? La valeur du spin, elle a été fixée par les physiciens, okay? C'est la constante de Dirac, okay? Autrement dit, la constante de Planck qu'on a vu en première conférence, h divisé par 2pi, une constante qui a été artificiellement construite de manière que les formules mathématiques seront plus simples. Okay? Je ne rentrerai pas dans le détail sur le spin, okay? Mais je veux dire quand même que c'est assez intéressant dans la nature. On a des particules qui ont une valeur du spin qui est entier, 0, 1, 2, 3 et ensuite, et d'autres qui ont un demi-entier, 1 sur 2, 3 sur 2, 5 sur 2 et ensuite. L'électron, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, mais il a une spin de constante de Dirac sur 2 ou plus simple, c'est spin 1 sur 2, parce que ça, c'est l'unité de mesure. Okay? Pour le photon, c'est pareil. Le photon, il a une spin 1. En fonction de la valeur du spin, on a aussi les orientations possibles. Et l'orientation possible, vous avez ici la formule, c'est 2s plus 1. Ça signifie que pour l'électron, par exemple, qui a le spin 1 sur 2, 2 fois 1 sur 2 plus 1, ça signifie qu'il a deux orientations, une spin up et spin down. Pour le photon, je vous laisse faire le calcul, on a 3. Ici sont les orientations, on ne rentre pas dans le détail. Pareil, le principe de nombre quantique, similaire comme tout à l'heure on a dit que dans le monde quantique, dans le monde classique, on ne peut pas avoir deux objets qui ont le même x, y, z et t. Pareil, dans le monde quantique, on a les nombres quantiques et on ne peut pas avoir des particules qui ont la même série de nombres quantiques. D'accord? Donc, la fonction d'onde, encore une fois, va nous donner l'amplitude de probabilité. Et elle peut être, comme on voit ici, asymétrique. On voit que vers la gauche, elle est avec des valeurs négatives. À droite, elle est avec des valeurs positives. Mais par contre, le carré de ces amplitudes représente la probabilité. Okay? Et on voit sur les trois endroits, la probabilité est 0, donc impossible de trouver l'électron dans cette position. Par contre, on a deux lois de Gauss, autrement dit, la probabilité de trouver l'électron sera surtout là ou là, autrement dit, avec une spin down ou une spin up. D'accord? Pareil, je ne rentre pas dans le détail. Imaginez qu'on a une onde, okay, qui est fixée, oui, ou même une corde de guitare qui est fixée sur deux extrémités. Elle peut avoir un nombre entier des extrêmes. Okay? Regardez, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. D'accord? Et comme ça, après, on peut même illustrer les différentes valeurs de la fonction d'onde en fonction d'énergie, quand l'électron il va sauter sur un autre niveau. Okay? Je ne rentre pas dans les détails, mais maintenant, imaginez qu'on a deux particules qui sont, pour le moment, dans deux endroits différents, okay? Dans deux espaces différents. Et après, on va les mettre ensemble. Okay? Mais quand on va le mettre ensemble, les deux particules sont identiques, elles sont indiscernables. Je ne peux pas différencier un électron d'une autre, elles sont identiques. Oui? Pareil, je ne peux pas différencier dans un ensemble de photons un photon d'une autre. Okay? Donc, si on va les mettre ensemble, okay, mais ça signifie qu'on aura une probabilité, par exemple, pour une particule, ici, une probabilité d'avoir le spin up, okay, ou spin down. Si la particule, elle est avec une fonction qui est symétrique, okay, qui est symétrique, dans ces cas-là, les deux ondes vont composer leur fonction d'onde et même, donc la probabilité va s'amplifier, mais en tout cas, les deux particules peuvent être ensemble. C'est le cas, par exemple, pour les photons. Oui, la lumière qui vient ici, la lumière installée par Bastien, il envoie des photons, mais ils sont en série, ils peuvent vivre ensemble. Si par contre, on a des électrons, les électrons, ils ont une fonction qui est antisymétrique, c'est-à-dire quand il y a un négative, l'autre positive, ok? Et ça signifie que si j'essaie de le mettre ensemble, ils vont se compenser et finalement la probabilité qu'on obtiendra, mais elle sera 0. Ça signifie que je ne peux pas mettre
2 électrons dans la même position, ok? Et c'est comme ça qu'ils ont classifié après les particules. Voilà, on a les électrons qui sont dans leur espace propre, comme le chat ici, et les photons, par contre, qui peuvent vivre ensemble, ok? Et après le congrès de 1927, justement, l'interprétation de Copenhague était que voilà, un électron, il peut se trouver n'importe où dans le clocher bidimensionnel qui est là, d'accord? Et quand on va faire une mesure, la fonction va se fondre et on aura pile poil en fonction de la probabilité l'électron dans un endroit ou un autre. C'est exactement, regardez cette illustration, l'électron, il se trouve donc dans une nuage et quand j'en prends une mesure, boum, il est là. Okay? Après une autre mesure, il est là, d'accord? On a vraiment bien ici une illustration de ce qu'on appelle la dualité ondulatoire et corpuscule, okay? Et tout le temps, c'est ondulatoire, mais quand on prend une mesure, la fonction va se fondre et on a la mesure, okay? Donc, on va faire pareil pour les qubits. Autrement dit, un qubit peut représenter 1, peut représenter 0, mais peut représenter aussi 1 ou 0 dans superposition. Okay? Pour illustrer la superposition, il y a plein d'exemples autour de nous. Ici, j'ai pris un ticket cash, donc pour le moment, il est dans un état de superposition gagnant et perdant. Et évidemment que la probabilité d'être perdante est beaucoup plus grande que celle d'être gagnant. En conséquence, quand je fais une mesure, c'est-à-dire j'enlève les éléments d'ici, ok, et je veux découvrir le numéro gagnant, ok, la mesure a été prise, l'état de superposition n'existe plus, et maintenant il faut confronter le numéro gagnant avec le numéro du ticket. Ça signifie que l'état après la mesure, c'est l'état gagnant. Et ça, c'est l'écriture. Voilà, si on a un état de base 0 et un état de base 1, on a dit tout à l'heure que n'importe quelle combinaison linéaire des deux états de base sera acceptée comme état. Donc, un qubit sera alpha l'état 0 plus bêta l'état 1 avec la condition de normalité que le coefficient pour le bit 1 au carré plus le coefficient au carré du bit 1, ça donne l'unité. Exemple ici, si j'ai une fonction d'onde 0,8 fois l'état 0 plus 0,6 l'état 1, qu'est-ce que ça signifie? Mais que la probabilité d'avoir 0 sera 0,8 carré, ça signifie 64%. L'autre sera 0,6 carré, ça fait 36%. Si à l'envers, j'ai 0,7 et 0,7, mais on a vu tout à l'heure dans la première mesure qu'on a pris, ça c'est quand on a 45 degrés, ça signifie que la probabilité, elle est la même. 0,7 carré, ça fait 0,49, 0,49, 0,5, 0,5. Pour faire une analogie avec la réalité du qubit, imaginez qu'on a une balle orange qui symbolise 1 et une balle blanche qui symbolise 0. Le qubit, quant à lui, peut être 1, peut être 0, mais peut être aussi 1 et 0 à la fois. Regardez, à l'intérieur de cette vase, j'ai les deux valeurs, 1 et 0, ok? Elles sont là en égalité, donc si je veux faire un tirage, il y a ou l'une ou l'autre qui sortira. Si je veux faire des centaines de tirages, mais finalement j'aurai 50% 1, 50% blanc. Okay? Et dans la sphère avec les positions, les états de notre qubit, voilà, on a ou comme ça vers le haut, ou comme ça, différentes positions. Et ces positions, justement, vont donner les probabilités pour obtenir 1 ou 0 de notre qubit. Si je prépare un autre qubit, ok, regardez, cette fois-ci, on a changé
l'amplitude des probabilités, c'est-à-dire les probabilités sont cette fois-ci 3 sur 4 pour 1 et seulement 1 sur 4 pour 0, pour le blanc. D'accord? Pareil, elles sont dans un état de superposition et après, quand on va faire un tirage, ok, hop, il reste dans l'une des positions, ok, par exemple ici, c'est 1, ok, hop. Suite à ça, je peux ensuite, après, mixer, combiner les deux, oui, les deux qubits afin de faire ce qu'on appelle une intrication. Évidemment que l'analogie pour l'intrication, elle est très très faible, je ne peux pas le faire ici, mais une fois l'intrication réalisée, si je veux écarter les deux éléments, il y a une corrélation non locale entre ces deux qubits. Qu'est-ce que signifie? Que si je fais ici une mesure, ok, et il y a 1 qui sort, automatique, sans faire la mesure, de l'autre côté, j'aurai aussi 1. On peut aussi combiner plusieurs bits, je ne reviens pas sur ça, mais on peut faire une analogie classique. Exemple, au lieu de représenter 1 et 0, mais supposons que sur la verticale, je représente en haut, on symbolise les femmes, et en bas, les hommes. Sur l'horizontale, on va prendre la couleur des cheveux, blonde et châtain. Okay? Et on fait une supposition que c'est moitié-moitié, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont moitié-moitié blondes et châtains. Ça signifie que, regardez, je peux écrire l'état châtain comme étant une combinaison des deux états, femme et homme. Et avec le coef 0,7, c'est-à-dire 1 sur racine 2, probabilité 1 sur 2. Pareil, blonde, regardez, qui se trouve écartement égal de femme et homme, sera pareil 0,7, si vous voulez, l'état F moins l'état homme. OK? Donc, si c'est comme ça, oui, regardez pour l'état d'une qubit, oui, on a des valeurs aléatoires. Pour alpha et bêta, des valeurs aléatoires, mais avec la condition de normalité, que leur somme. Et dans ces cas-là, je gardais ici, je peux tout à fait exprimer le plus comme étant une combinaison linéaire de alpha et de 0 et 1. On peut exprimer le moins qui est à droite comme une combinaison de 0 et 1. OK? Et je vous laisse faire, vous, l'exercice, si vous voulez. Voilà comment je peux exprimer maintenant l'état 0 comme une combinaison des deux autres, c'est-à-dire de moins et plus. Ça signifie que chaque fois, regardez, si je prends la verticale, j'ai deux états de base, mais qui sont incompatibles. Autrement dit, ou c'est 0 ou c'est 1. OK? Donc, les deux états sont incompatibles. Pareil, sur l'horizontale, j'ai deux états incompatibles, ou plus ou moins. OK? Et les éléments d'une base peuvent être exprimés en fonction des éléments de l'autre. Par exemple, en fonction de 0 et 1, on exprime le plus et le moins, et en fonction de plus et moins, on peut exprimer le 0 et 1. Et parce qu'on est là, je fais vite un passage par la polarisation de la lumière. Voilà, ici, on a la lumière qui arrive, par exemple, sur la souris qui est là, mais il y a une partie de la lumière qui est aspirée par la souris et une partie qui est réfléchie, mais d'une manière linéaire. Ici, par exemple, sont les photons qui correspondent à la couleur bleue qui sont réfléchis. Mais on peut, nous aussi, orienter la lumière. Vous avez eu l'habitude d'utiliser des lunettes de soleil polarisées afin d'évacuer des effets, je ne sais pas, ou les collègues qui sont passionnés par la photographie, mais vous utilisez des filtres polarisants justement afin d'augmenter le contraste, de filtrer le UV et d'autres choses. Donc, un photon, encore une fois, a une état non polarisé tout au début, mais par contre, après, on polarise. Comment? Mais on peut polariser horizontal ou vertical, d'accord? Si, par exemple, il est polarisé vertical, comme ici, si je veux mesurer sur l'horizontal, mais la probabilité sera 0, d'accord? Mais par contre, le vertical, je peux le considérer comme étant combiné de 50%
diagonale gauche, 50% diagonale droite. Okay? Et ça signifie que, voilà, la lumière polarisée verticalement ici, mais elle peut être après mesurée avec comment s'appelle, un dispositif sur la diagonale et on aura 50% gauche, 50% droite. Okay? Très bien. Donc, pareil comme tout à l'heure pour hommes, femmes, blondes, châtaines, on a ici la possibilité de représenter les différentes polarisations du photon, autrement dit, polarisé horizontal et vertical à 0 degré et 90 degrés, les deux états sont incompatibles, sont orthogonaux. Okay? Donc, ou c'est 90 ou c'est 0. Et pareil, une orientation sur la diagonale à 45 degrés ou 135 degrés. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, dans la cryptographie quantique, on va utiliser les photons orientés, okay, orienté polarisé, et après, en fonction du masque qu'on va utiliser, mais le photon qu'on va recevoir, ou il va donner information 0, ou il va donner l'information 1, ou 50-50, d'accord, en fonction de masque qu'on va utiliser, d'accord? Très bien. Pour le qubit, oui, le qubit, il peut être représenté sur une sphère, comme on a vu tout à l'heure pour les coordonnées polaires. Okay, je ne rentre pas dans le détail parce que ici, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une sphère virtuelle. Autrement dit, qu'on a X et Z, okay, mais par contre, le Y, il n'est pas réel. Le Y utilise des valeurs imaginaires. D'accord? Autrement dit, on a un espace 3D, mais un espace 3D virtuel et non pas un espace 3D comme on a, nous, l'habitude dans la physique classique avec X, Y et Z. D'accord? Très bien. Maintenant, imaginons deux particules. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on a un spin up, un spin down. Mais dans ces cas-là, si je combine deux particules, les possibilités qu'on peut les avoir sera up, up, oui, up, down, up, oui, et down, down, les deux avec la même orientation. D'accord? Très bien. Mais si chaque élément constitue un état, mais ça signifie que aussi la combinaison de tous ces états représente un état. Oui, regardez, on a ici par exemple le qubit d'Alice. Okay, on va utiliser très souvent Alice et Beau parce que ce sont les personnages célèbres dans la cryptographie informatique. Okay? Le qubit d'Alice, il est A, up, comment ça s'appelle, spin up, plus B, spin down, avec la condition de normalité. Et le qubit de B, il est C, spin up, plus D, spin down de son qubit. Et maintenant, on le combine et on aura un produit, okay, pratiquement de ces éléments. Okay, avec la condition de normalité, c'est-à-dire AC carré plus AD carré, BD carré, ça donne l'unité. Okay? Mais en dehors de ces états produits, il y a ce qu'on appelle des états intriqués. Okay? Qu'est-ce que signifie des états intriqués? Qu'on a deux systèmes, okay, deux particules qui vont se mélanger de manière qu'ils auront ce qu'on appelle une corrélation non locale. Autrement dit, si les deux, après leur rencontre, seront écartés, quand je vais mesurer le spin de l'une, l'autre, sans le mesurer, je connais sa valeur. Ici, on a vraiment ce qu'on appelle les états avec une intrication maximale. Et justement, je veux vous montrer une illustration, une analogie pour l'intrication maximale. Pour faire une analogie concernant l'intrication forte, moi je vous propose de regarder ces deux nœuds. Donc on a deux systèmes, okay, qui sont entremêlés. D'accord? Si vous regardez bien, d'une part, on a les extrémités de l'une et de l'autre côté. Dans l'autre, les deux extrémités sont du même côté. Et maintenant, si je fais le test, ok, fur et à mesure que je serre, le nœud, il se serre. Si à l'envers, je veux utiliser ce système, ok,
je tire, ok. Fur et à mesure que je tire, le nœud, il se défait et la décomposition dans le système d'origine, elle est faite. Donc, ici, c'est l'intrication maximale, ok. C'est up, down, down, up, avec une coef 1 sur racine 2 ou 0,7, ok. Quelle est l'idée? Que si je mets ensemble ces deux systèmes, j'obtiendrai un système synthèse, mais qui ne peut pas se décomposer dans les deux systèmes, le bleu et vert. Okay? Ça signifie que c'est quelque chose qui est étrange par rapport à la physique classique. Autrement dit, je suis en train maintenant de dire que je connais très bien l'état d'un système composé, mais je ne connais pas du tout les états des systèmes qui rentrent dans la composition de ces systèmes. Okay? Donc, le système ensemble, il est déterminé, mais par contre, les systèmes individuels sont indéterminés. D'accord? Et regardez ici, comme on disait, il y a une corrélation locale. Si je mesure, par exemple, il y a une particule qui est sur la gauche, mais l'autre automatique sera sur l'autre orientation ou avec la même orientation. Ça dépend de comment on les a intriqués. Ça dépend quelle corrélation non locale on a mis en place. D'accord? Donc, encore une fois, il y a une particule qui arrive, il y a un dispositif qui va intriquer les deux. Je mesure à gauche et sans mesurer, je connais déjà la valeur pour l'autre. Mais dites-moi si ça, c'est pas quelque chose d'étonnant. Okay? Une autre intrication maximale, on a ici up, up et down, down. D'accord? Et qu'est-ce que signifie? Mais que, regardez, si on a des photons qui sont intriqués et ils vont vers deux directions, ok, mais je mesure l'une, il va me donner une polarité, ok, et automatique, je connais la valeur de l'autre, ok. Mais justement, c'est Einstein qui a mis en évidence cette intrication, okay, cette corrélation non locale, parce qu'on disait tout à l'heure que je ne peux pas connaître pour une particule à la fois, par exemple, sa position et sa vitesse. D'accord? Mais si on a deux particules intriquées, et imaginez que je connais leur point de séparation. D'accord? Donc, elles vont s'écarter, je veux mesurer l'une des deux, d'accord? Je détermine sa position, mais comme je sais que l'autre, elle a eu la même vitesse, ok? Je peux, en fonction de la distance qui sera entre les deux, ok, qui est calculable, déterminer la position de la particule de droite sans le mesurer. Et ça, c'est impossible, parce que la physique quantique dit que je dois mesurer pour avoir la valeur. Et ça, oui, comme on a vu dans la petite animation, okay, le fait que le photon qui est à gauche a une orientation, l'autre, il est automatique la même, okay, ça signifie qu'il y a une communication fantôme. C'est l'expression de Einstein, spooky action at a distance. Okay? Et ils ont écrit justement en 1935 un article, okay? Et Einstein, Podolsky et Rosen. Et justement, Schrödinger, quand il a vu que les choses se passent comme ça, c'est-à-dire il existe cette intrication, apparemment il avait affirmé que si cette histoire d'intrication était vraie, je regrette d'avoir contribué à cette physique. Ouais? Donc, encore une fois, ici, voilà qu'est-ce qui se passe. Si la petite pièce va tomber, mais l'autre, elle tombe aussi. Mais Einstein a dit, mais ce n'est pas possible, il a une liaison de cause à effet, il a une transmission étape par étape. Oui, le mouvement doit passer par des étapes intermédiaires, donc je dois avoir quelque chose entre les deux. Je ne peux pas avoir une non-localité. Okay? C'est pareil comme il a dit que, voilà, ici, il va ouvrir l'une et automatique, je connais la valeur de l'autre sans la mesurer. Okay? C'est la physique, d'ailleurs, elle a été
longtemps non local, parce que les équations de Newton, mais il disait que voilà, les objets s'attirent, oui, en fonction de leur masse et leur distance. Ça signifie que la Lune, par exemple, elle est attirée par la Terre, mais la question est d'où la Lune, c'est où est la Terre, dans quelle direction elle doit s'orienter, Et justement, c'est ça, regardez, ici il dit qu'il y a peut-être une communication avant. Elles se sont mis d'accord au début et maintenant ils savent, donc il y a des variables cachées, afin de savoir, ou ici c'est pareil, un truc de magie, voilà, il y a des choses qui sont cachées et c'était l'idée de l'article Einstein, Podolsky et Rosen, Comme je disais, longtemps la physique a été non locale parce que pour revenir à l'attraction entre la Lune et la Terre, l'idée a été, mais c'est comme ça, il y a une attraction, ils savent par défaut, tout l'univers connaît cette loi et ça se passe comme ça. C'est justement en 1915 que Einstein, avec la théorie de la relativité étendue, a dit non, mais c'est pas vraiment non local. Il y a des ondes gravitationnelles, qui tout de suite que nous on a changé un grand rocher sur la Terre, il y a l'onde gravitationnelle qui se dirige vers la Lune, et la Lune sera informée à peu près dans une seconde, parce que la distance de la Terre-Lune c'est 380 000 km, la vitesse de la lumière 300 000 km, donc une seconde et quelques, la Lune, hop, elle sait qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc c'est Einstein qui a introduit la localité, le déterminisme et la localité. Et justement, ici, il a dit, mais c'est pas possible. La physique quantique, elle est non locale et ça peut pas marcher. D'accord? Mais à partir de 1927, justement, avec le congrès qu'on a vu tout à l'heure, les physiciens, ils ont dit, mais dans le monde quantique, il y a la corrélation non locale. Et voilà qu'après 12 ans, la physique, elle est revenue dans la non-localité. On a aujourd'hui la gravitation, la théorie de la relativité étendue, et de l'autre côté, c'est le monde quantique, avec le respect de la théorie de la relativité restreinte, mais il n'y a pas encore une théorie pour fédérer les deux. Et d'ailleurs, voilà, ici, qu'est-ce que signifie qu'on aura deux objets macro, intriqués, mais ça signifie que chaque fois quand je fais une expérience, avec les deux, s'il y a un qui vaut une valeur, mais l'autre sera automatique avec la même valeur. Ici, vous avez l'image de Anton Zellinger, prof de physique quantique à l'université de Vienne, qui est même le président de l'académie autrichienne, et qui a eu plusieurs résultats d'exception dans la physique quantique et surtout dans le cryptage et la téléportation des particules. D'accord? Donc, Einstein, il est mort en 1955, mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a personne qui a trouvé une explication pourquoi le monde au niveau quantique il se comporte de manière non locale. Et ici, j'ai mis plusieurs citations de Einstein. Voilà. La pensée qu'un électron puisse choisir librement son chemin dans l'instant, oui, mais insupportable. Si tel est le cas, je préférais le métier de cordonnier ou d'employé de casino à celui de physicien, 1924. Et après, pareil, en 2005, il disait que cette théorie n'est pas tout à fait complète, car dans la réalité, les choses se passent exactement de façon opposée, c'est-à-dire qu'il y a un déterminisme et localité, effet local et non pas non local. Et l'expression, voilà, qu'il a dit à Max Born, que je suis convaincu que l'ancienne ne joue pas au dé. L'ancienne, voilà, le Dieu. Mais la question n'est non pas s'il joue ou non, mais il faut se demander, mais pourquoi il joue?
OK? Et voilà, même la dernière conférence qu'il a tenue en avril 1954 à l'université de Princeton, OK? Il avait le regret qu'il y a des physiciens qui se dirigent vers une physique dans laquelle l'espace et le temps sont absents. Il disait voilà que mais personne ne sait comment construire une telle théorie. Donc Einstein 1955, ok, c'est 1964 que Bell, à l'époque chercheur à CERN en Suisse, ok, a établi une inégalité qui porte son nom, ok, et justement je vous propose d'imaginer un jeu comme ça, ok. Il y a deux personnes, Alice et Bob, et les deux, ils ont le même appareil. Un appareil avec une petite joystick, ok, qui peut être poussé vers la gauche ou vers la droite, d'accord. Pareil pour Bob, d'accord. Et ensuite, en fonction de ça, l'écran il va afficher aléatoirement, ok, ou 1 ou 0. D'accord? Donc, tout est aléatoire. Autrement dit, Bob, il n'a pas informé Alice, parce qu'ils sont à très, très grande distance, il n'a pas informé qu'est-ce qu'il a bougé, OK, pour se coordonner. Et Alice non plus. Ils ont la liberté totale de choisir comme ils ont l'envie de faire. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le même choix tout le temps. OK? Et, indifféremment de qu'est-ce qu'ils vont choisir, ou gauche ou droite, la valeur qui sera affichée sur l'écran sera aléatoire ou 1 ou 0. Okay? Par exemple, ici, c'est Alice qui a tiré vers la droite, donc Y c'est 0, okay? Et le B affiché c'est 0. Okay? Bob à l'envers, il a poussé la manette vers la gauche, la valeur est 1, et A affiché c'est 0. Et comme je vous disais, les valeurs sont tout à fait aléatoires. Okay? Donc, les règles, ok? Chaque fois qu'Alice pousse sa manette vers la gauche, ou que Bob pousse sa manette vers la gauche, ou que les deux vont pousser leur manette vers la gauche, ok? Si les deux valeurs A et B sont identiques, ils vont gagner un point, ok? Aussi, ils vont gagner un point si chaque fois que Alice et Bob ont tous les deux choisi de pousser vers la droite, OK, mais que les valeurs sont différentes. OK? D'accord? Donc, ici, par exemple, il y a un qui a poussé sur la gauche, mais les deux valeurs devaient être identiques pour gagner. Ils ont perdu. OK? Ici, il y a un qui a tourné vers la gauche, les valeurs sont identiques, A égale B égale 0, donc ils ont gagné. Ici, il y a un à gauche, les valeurs différentes, 0. Et après, voilà, différents combines. Chaque fois, ils gagnent ou ils perdent. Regardez ici, ils ont poussé les deux à droite, mais comme A et B sont avec la même valeur, ils gagnent quand ils poussent vers la droite seulement si deux valeurs sont différentes. Okay? Donc, avec ces règles, okay, on peut faire une synthèse, d'accord? Et finalement, on obtient une condition que, regardez, A plus B doit être égal avec le produit X et Y, produit évidemment binaire, d'accord? Ensuite, on imagine que dans ces boîtes, on a 4 programmes. Le premier programme, c'est le résultat est toujours 0, quel que soit le choix de X. Ça, c'est pour Alice, par exemple, ok? Sera similaire pour Bob, sauf qu'on aura B et Y. Le résultat est toujours 1, quel que soit le choix de X. Le troisième programme, le résultat est identique au choix qu'ils l'ont fait, ou 1 ou 0. Et le résultat est l'opposé du choix. Okay? Autrement dit, ils ont choisi 1, okay? La valeur sera 0. Comment on peut gagner au jeu de Bell? Okay? Alors, vous pouvez réfléchir, analyser les combinaisons possibles. Okay? Dans les deux boîtes, il y a les deux programmes qui sont changés aléatoires. Okay? Et si vous faites les analyses, okay, on verra qu'il y a un nombre déterminé qui ne peut pas être dépassé. On ne peut pas gagner plus de 3 sur 4. Okay?
c'est Alan Aspect, qui pour la première fois a gagné au jeu du Bell. Autrement dit, il a utilisé dans son appareil des particules intriquées avec une corrélation à distance et sans faire un transfert d'informations, sans faire une communication. Les deux particules sont intriquées, sont liées. Oui, c'est magique, comment? Ils ont obtenu des résultats au jeu de Bell supérieurs à 3 sur 4 et ça signifie ou a démontré que la physique quantique, elle est complète, elle est correcte et qu'il y a c'est ce qu'on appelle cette corrélation non locale. D'accord? Donc, c'est pratiquement la deuxième révolution quantique. Première, c'était l'onde corpuscule, avec la découverte de laser, de LED, de semi-conducteurs. Et la deuxième, avec la superposition et l'intrication, qui nous dirige vers ce qu'on appelle aujourd'hui communication quantique. J'avais listé ici les différentes applications de l'intrication parce qu'aujourd'hui, la technologie quantique, elle est utilisée. Même, c'est Samsung qui a sorti une mobile qui utilise un dispositif qui génère des nombres aléatoires, de vrais nombres aléatoires, mais qui utilise la technologie quantique. Et on voit bien que c'est la téléportation, les algorithmes, la distribution des clés, partage de secrets. Pour la communication quantique, l'idée est d'assurer une communication qui est sécurisée. Je ne veux pas parler en détail de toutes ces applications de l'intrication. Je veux passer à la communication quantique, mais ici, il y a un transparent qui montre qu'il y a une mise en œuvre de l'intrication en 2003. C'est une intrication qui a été réalisée ou maintenue à 13 km, parce que maintenir l'intrication entre les deux particules est très, très difficile. L'intrication, elle est très sensible à l'environnement, autrement dit, après une distance, ou s'il y a des perturbations, elle est perdue. C'est en 2006 que, regardez, l'équipe de Anton Zeilinger, de quel je parlais tout à l'heure, le prof et le président de l'Académie autrichienne, a fait une expérience dans l'île Canaries, et ils sont arrivés à entretenir des particules, des photons intriqués à plus de 144 km. Voilà l'article publié en 2007 par Nature Physics. Donc, en 2012, ils ont fait de nouveau l'expérience, et ils sont arrivés à envoyer 605 photons, mais téléportés. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est la téléportation, mais en tout cas, c'était une bonne démonstration que la téléportation, elle est possible.